Et je vous propose donc maintenant d'accueillir M. Mounir Majoubi. Si vous voulez bien. Bonjour Monsieur Majoubi. Bonjour. Vous avez donc été nommé à la tête du CNUM, Conseil national du numérique, en février 2016. Oui. Et votre conseil a été saisi dès mars 2016 pour élaborer un plan national en collaboration avec la Direction générale des entreprises et l'écosystème des PME sur la transformation numérique des PME. Ces travaux, auxquels notre fédération a été associée, ont fait l'objet d'un premier point d'étape au cours de cet été avec un titre évocateur « Croissance connectée, les PME contre-attaquent ». Alors, Monsieur Majoubi, quel est l'état des lieux? Quelles sont vos propositions? Eh bien, on va en parler. Merci à tous. Alors, vous l'avez dit, la FCG a participé, mais elle n'a pas que participé, elle a été un des acteurs essentiels de tout le travail qu'on a mené ces derniers mois. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup. Messieurs les commissaires, merci d'avoir organisé cet événement sur 2 jours et merci d'avoir consacré le sujet du numérique. Et merci de me permettre de venir vous présenter en avant-première, puisque comme vous l'avez entendu, Martine Pinville attend encore qu'on lui remette les versions définitives. Et ce soir, aujourd'hui, ce matin, vous allez entendre les premiers éléments de conclusion du travail qu'on a mené ces derniers mois. Avant de vous raconter tout le travail qu'on a mené, je voulais vous redire quelques mots sur qui est le CNUM et ce qu'on y fait. Le CNUM, c'est avant tout des personnes. Le CNUM, c'est un conseil qui se réunit régulièrement, tous les mois de façon très officielle, mais toutes les semaines pour travailler, pour avancer sur les sujets. C'est 15 femmes et 15 hommes qui représentent tous les endroits de l'expertise du numérique dans la société. Donc il y a des professeurs, il y a des chercheurs, il y a des dirigeants d'entreprises, des dirigeants de start-up, des dirigeants de grands groupes qui travaillent sur les sujets du numérique. Et puis il y a aussi des gens de la société civile qui viennent d'associations, mais qui sont tous des gens qui au quotidien se posent la question du numérique. Ces 30 personnes qualifiées, expertes, sont nommées par le président de la République avec une mission, c'est d'éclairer. Éclairer le chemin du gouvernement, éclairer le chemin de la présidence, éclairer le chemin du Parlement sur tous les sujets du numérique. Alors quand il a été créé il y a 6 ans, c'était un peu le conseil de l'économie numérique. Ça veut dire le conseil qui représentait les acteurs de l'industrie de l'économie numérique, à savoir que les 30 membres étaient quasiment tous des présidents de start-up, des dirigeants de start-up. Eh bien, depuis 4 ans, et plus particulièrement aussi depuis 1 an, notre mission, ce n'est pas de parler de défendre les intérêts de l'économie numérique, mais bien de réfléchir à tous les endroits de l'économie, à tous les endroits de la société où le numérique a quelque chose à dire. Par exemple, ce matin, nous avons publié un communiqué de presse, et c'est pourquoi je vais devoir partir très vite ensuite, pour dénoncer un nouveau fichier qui a été mis en place par le gouvernement, qui est ce fameux fichier TES, fichier qui va, dans un seul endroit, collecter 60 millions d'informations sur vos données biométriques, vos empreintes, votre photo, tout ça réuni dans un seul fichier consultable et exploitable, soumis à tous les dangers des hackers du monde qui pourraient enfin avoir une source, une cible. Et c'est dans ce genre de sujet où on va s'auto-saisir. Vous doutez bien que le gouvernement ne nous a pas demandé notre avis. Et donc la CNIL, indépendamment, nous, indépendamment, on a décidé de lancer un warning. Sur le sujet des PME et TPE, le sujet il était différent. Quand j'ai été nommé en février, le président de la République me demandait « Mais pourquoi vous voulez être président du CNUM? Qu'est-ce que vous allez faire ?» Je lui ai dit « Il y a 2 sujets qui sont importants pour moi, c'est les TPE, PME et l'enseignement supérieur. » Donc le président m'a dit « Écoutez, vous serez nommé, je vous demande d'aller rencontrer ces ministres-là. » Et là, j'ai rencontré Martine Pinville. Et Martine Pinville, quand je lui raconte que j'ai envie d'une chose, c'est qu'on travaille ensemble sur le numérique et les TPE, PME, et bien là, elle a dit, écoutez, vous savez quoi, ça va devenir un sujet pour nous deux, et puis on va le porter, et puis on ira jusqu'au bout. Et ensuite, il y a Axel Lemaire qui nous a rejoints, et c'est comme ça qu'au mois de mars, accompagné d'Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie à l'époque, et de Matthias Fekl, qui est le secrétaire d'État au commerce extérieur, qui, vous allez le voir, est un sujet important, nous ont saisis et nous ont demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller à la rencontre de ces PME et de ces TPE à travers tout le territoire, de tous ceux qui les accompagnent, et nous dire quels sont les freins, quels sont les blocages? Parce qu'on va y revenir, si on regarde le bilan, ça ne va pas très bien. Aujourd'hui, quand on regarde le poids des TPE et des PME dans l'économie, on peut vraiment se poser la question du pourquoi pas d'initiative avant. Parce qu'on parle des TPE, PME comme si elles étaient l'exception, alors qu'elles sont la majorité absolue des entreprises en France. Elles en représentent plus de 90%, plus de 99% avec les TPE. Et je sais que vous êtes sensible à la distinction entre TPE et PME.
Et pour nous, il a fallu, pendant notre recherche et notre travail, qu'on identifie véritablement quelles étaient ces distinctions et s'il y avait des différences majeures dans le cadre du retard du numérique sur notre sujet. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des distinctions dans les solutions à apporter, mais que dans le diagnostic, globalement, on était très en retard. Alors comment on a convaincu tout le monde de nous suivre ? Eh bien, une fois qu'on a dit que c'était la majorité des entreprises, c'est intéressant, mais quand on arrive à démontrer que c'est plus de 50% des emplois, on arrive à se faire écouter plus rapidement. Quand on se rend compte que c'est la présence sur tout le territoire, que sans les TPE et sans les PME, on n'a plus d'activité économique répartie en delà des grands pôles urbains, alors on se fait écouter. Et on se fait écouter au-delà des ministres d'origine, on se fait écouter jusqu'au Premier ministre, jusqu'au Président, et on a les poignets libres. C'est-à-dire qu'on peut aller rencontrer absolument tous les intervenants et tous les partenaires de ces TPE-PME et avoir une véritable écoute. Alors quels sont les chiffres ? Eh bien, en France, on est parmi les derniers. Si on regarde les chiffres, les entreprises françaises sont les dernières avec l'Italie et l'Espagne. 15% seulement des TPE et des PME françaises vendent en ligne. Et attention, quand on dit vendre en ligne, ce n'est pas uniquement avoir un site internet. Cette statistique, elle est très généreuse, elle est très ouverte. Elle inclut y compris vendre par email, elle inclut y compris vendre sur le Bon Coin, vendre sur eBay. On n'a que 15% de nos TPE-PME qui vendent en ligne. Ça nous place troisième en partant de la fin. Devant nous, il y a toutes les autres économies, y compris celles qui vont mal. Si on compare à l'Allemagne, parce qu'on aime bien se comparer à l'Allemagne, là-bas on parle de 24% des TPE-PME. Si on se compare à l'Irlande, on parle de 31% des TPE-PME. Et plus grave, c'est le chiffre du e-export. Le e-export, c'est le fait de vendre en ligne, mais à l'export. Et bien là, en France, on n'atteint plus seulement que 5%, contre le double en Allemagne et 3 fois plus en Angleterre. Alors, ce qui est le plus choquant, c'est que, alors qu'on est en train de se dire que c'est les plus nombreuses, qu'elles représentent l'emploi, que nous sommes très en retard, eh bien, il y avait très peu de politiques publiques à destination des TPE-PME sur le numérique. Comme vous l'avez vu, ce gouvernement a été exemplaire dans la démarche start-up. Quand on regarde French Tech, on ne peut que souligner la réussite du dispositif, le fait que des politiques qui pourtant pouvaient naturellement être assez éloignées de ce sujet des start-up, eh bien, ils se le sont appropriés. On en a beaucoup entendu parler, il y a des choses qui ont été faites, on a restructuré l'administration pour vraiment adresser le sujet des start-up. Et puis, sur les TPE-PME, pas grand-chose. De l'autre côté, les grands groupes, il y a eu différents dispositifs qui ont permis à ces grands groupes d'optimiser leurs investissements dans le numérique. Alors, ils n'ont pas du tout été exemplaires, et d'ailleurs, ils sont une cause aussi de ce retard. C'est que nos grands groupes français ont mis du temps à démarrer leur transformation numérique, et surtout, ils ont mis du temps à devenir ambitieux. C'est-à-dire que depuis très longtemps, nos groupes du CAC 40 ont commencé à investir leur transition numérique, mais ils ont commencé à investir très mollement. Et puis, ce n'était pas un sujet pour le COMEX, et puis c'était encore moins un sujet pour le PDG. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est mis à considérer que ça devenait un sujet essentiel, et les grands groupes se sont transformés ou sont en train de se transformer. Ils ont des équipes de plusieurs centaines de personnes, des cadres dirigeants qui sont sensibilisés à la question. Donc on a d'un côté des startups hyper innovantes qui n'ont pas besoin qu'on les aide, elles ont surtout besoin qu'on les laisse faire ce dont elles ont besoin, qu'on leur donne de l'argent. Et puis de l'autre côté, des grands groupes qui ont cet argent et qui ont enfin compris qu'il fallait avancer. Et puis entre les deux, il y avait cet espace. Et cet espace, c'est celui qu'on a choisi de prendre, c'est celui qu'on a choisi de prendre avec le cœur, qu'on a choisi de prendre avec le temps. Et quand on est bénévole, le cœur et le temps, ça va toujours ensemble. Parce que ces 30 membres du CNUM, comme je vous le rappelais, je n'ai pas assez dit, ce sont 30 bénévoles. On a tous un métier à côté et on est pour la majorité des dirigeants d'entreprise. Moi, je suis dirigeant d'une TPE aussi. Et Emmanuelle, qui vous parlera tout à l'heure, elle est aussi dirigeante d'une TPE. Donc on n'est pas très différents, on est même très similaires. On fait partie de cette grande famille des petites entreprises qui créent quelques emplois et qui avancent. Alors, j'avais oublié que j'avais une présentation. Je vais vous le mettre. Allez. Le premier objectif de ce que nous avons mené, c'est celui de mieux vendre. Alors quand on a décidé de choisir ce sujet-là, beaucoup nous ont dit « mais attendez, la transformation numérique, c'est bien plus grand que la vente. La transition numérique, ça doit être aussi la transformation de l'outil de production, ça doit aussi être la transformation des services et des produits que vous faites. Si vous fabriquez des jouets en bois, la transformation numérique, ça doit être que vous devriez déjà être en train de fabriquer vos objets connectés. » Et puis, moi, j'avais une intuition qui était de me dire « je ne suis pas sûr que quand on parle à une entreprise de moins de 10 salariés, le premier message qu'il faut lui donner, c'est
écoutez, on n'a pas beaucoup d'argent à vous donner, mais par contre le numérique c'est terrible, ça va vous transformer, réimaginez tout, transformez vos process et surtout changez votre produit et votre service. J'avais l'intuition qu'on pouvait avoir un autre message, plus simple, plus humble, et qui était de dire, écoutez, vous faites bien votre service et votre produit puisque votre boîte elle est vivante. Vous avez déjà des clients, vous avez déjà un service, vous avez une organisation qui arrive à le délivrer, et si vous acceptiez pour les 2 prochaines années de tenter d'utiliser le numérique pour vendre mieux ce que vous faites déjà. Et c'est ça qu'on s'est donné comme objectif. C'est de se dire, on va avoir une vision un peu long terme, mais on va démarrer tout de suite avec un seul objectif, vendre mieux, vendre plus. Et c'était l'idée de se dire qu'une petite entreprise, et notamment les plus petites, si on arrive à mettre le pied dans la porte, si on arrive à créer un effet d'enchaînement, et notamment par le levier le plus intéressant, qui est celui qui donne le plus de marge de manœuvre derrière, qui est de vendre mieux, parce que derrière vendre mieux, c'est avoir des marges de manœuvre financières plus importantes, c'est plus recruter, et c'est être capable de mieux envisager l'avenir, alors on pourra permettre à ces entreprises, ensuite, de se réorganiser, de transformer leurs produits, de transformer leurs services et de numériser la totalité du processus. Mais si déjà elles gagnaient plus d'argent en vendant mieux grâce au numérique, alors on aura gagné quelque chose. Alors comment on a fait ? Quand j'ai été nommé, j'ai annoncé une chose, c'est que je n'étais pas capable de lire les rapports et encore moins de les écrire, et que notre conseil n'allait pas faire de gros rapports. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé d'une manière assez simple, c'était qu'à la fin du dispositif, quand on avait fini le travail, il y avait un impératif, c'est qu'on devait avoir un plan prêt à lancer. Et donc quand on veut avoir un plan prêt à lancer, il y a 2 choses qui sont importantes, 3 peut-être. La première, c'est de le faire avec ceux qui sont concernés. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec 200 PME et 200 PME, 20 entretiens. Alors les entretiens approfondis, c'est un peu ce qu'on appelle le design thinking. En gros, c'est qu'on a passé plusieurs heures avec le même dirigeant d'entreprise pour essayer de comprendre dans son quotidien quels étaient ces enjeux du numérique. Les 200 PME rencontrés, c'était plus sur le mode de l'interview, où là, on posait quelques questions cadrées, on essayait de comprendre quels étaient ses objectifs, ses freins. Et puis, 14 pays analysés. 14 pays analysés grâce aux ambassades. Ça, c'est la chance d'être un organe public. On peut, quand on a une mission d'intérêt général, mobiliser 14 ambassades dans le monde et leur demander de nous faire un point sur comment font ces 14 pays pour accompagner leurs TPE-PME sur le numérique. Et les enseignements de ces rencontres ont été essentiels. Mais ça a surtout été aussi ces acteurs audités. Et donc on a rencontré de très nombreux acteurs, la FCG en a fait partie, les experts comptables en ont fait partie, mais quand on les a audités, là on les a audités un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on les a reçus de façon très officielle au bureau, on a parlé 1 ou 2 heures, on a pris les revendications de chacun, les idées de chacun, mais à la fin de l'entretien on leur disait à tous, le travail il commence que maintenant. Parce que le premier succès, donc, que je vous dis, c'est si on veut que le plan il soit directement opérationnel, il faut le faire avec ceux qui sont concernés ultimement, mais aussi ceux qui vont l'opérer, ceux qui les accompagnent. Et c'est pour ça que ce dispositif, on l'a fait avec les 220 PME, on l'a fait avec ceux qui accompagnent ces PME, dont les centres de gestion, dont les experts comptables, dont... Alors les commissaires aux comptes sont aussi dans l'histoire, mais ils sont plus gros déjà, mais ils s'occupent aussi de PME plus petites, et aussi les fournisseurs de services. Parce que vous allez le voir, je vais vous en parler sur nos recommandations, il y a un grand sujet sur la compréhension de l'offre de services. Donc, faire avec les gens qui sont concernés, faire avec les gens qui les accompagnent, et puis faire avec l'État. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le CNUM qui va opérer ce dispositif, c'est l'État. Donc, plutôt que de remettre un rapport au ministre et à la ministre, qu'elle va ensuite analyser, qu'elle va présenter à ses services, eh ben, on lui a demandé de nous présenter ses services d'abord, et puis de travailler avec eux. Et c'est comme ça que, depuis le tout début du projet, la Direction générale des entreprises a participé à la conception du dispositif. C'est-à-dire qu'on avait des réunions, il faut que vous imaginiez, c'était très beau, on était une trentaine, une quarantaine avec des entrepreneurs, des membres du CNUM, des experts, la DGE, les experts comptables, les centres de gestion. Les centres de gestion et les experts comptables, je peux en parler avec autant de cœur et avec autant de joie, c'est que c'est ceux qui sont le plus venus au rendez-vous. C'est ceux qui sont le plus venus aux ateliers de travail, c'est ceux qui sont le plus venus aux ateliers collaboratifs. Vous étiez là à tous. Pas toujours la même personne, mais en tout cas, vous avez toujours été présents. Et ça, c'est essentiel parce que c'est vous qui êtes aussi toujours présent auprès de ces TPE, PME dont on parle. Donc si ce plan, alors j'utilise le conditionnel parce qu'il ne faut jamais être trop certain des choses, mais si ce plan demain est confirmé par le ministre et financé par le ministre, c'est vous qui allez aider à le diffuser, c'est vous qui allez aider à le transmettre, mais c'est vous qui aurez aidé à le construire. Et ça, c'est essentiel. Alors, après... toutes ces enquêtes, après toutes ces heures passées avec les PME, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a découvert et qu'est-ce qui était important pour nous? Alors, attendez. Voilà.
5 pistes d'action prioritaires, co-construites avec la méthode dont je vous ai parlé, et une seule idée, l'idée qu'il fallait modifier la façon dont on faisait les politiques publiques. Donc on n'a pas fait une recommandation qui demandait à changer la loi, on n'a pas fait une recommandation qui nécessitait de créer un nouvel organisme, on a fait une recommandation, comme on a fait aux TPE-PME en leur disant « commencez par vendre », la recommandation qu'on fait à l'État, c'est « regardez, il y a quelques actions qu'on peut mener, mais qu'on peut démarrer dès le mois prochain ». Si demain Michel Sapin confirme qu'il est prêt à avancer, à financer sur le sujet, dès le mois de décembre, on a les premiers éléments qui seront en place, et dès le mois de janvier, les premières TPE-PME vont en bénéficier. C'est-à-dire qu'on peut aller très vite quand on veut aller très vite. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces propositions? Alors, au cœur de toutes ces propositions, il y a un élément majeur qui est la plateforme. Une plateforme de ressources personnalisées qui doit coordonner toutes les autres actions. Et je vais en revenir après, et je vais revenir dessus. Il y a des gens qui ont fait la blague, qui m'ont dit c'est quand même drôle. Vous parlez à des TPE-PME qui sont en retard en numérique et la première chose que vous proposez, c'est une plateforme numérique. Alors, c'est une plateforme numérique à destination des TPE-PME elles-mêmes, qui pourront directement aller dessus. Et l'idée, c'est de créer un point d'accès unique pour elles-mêmes, mais aussi pour ceux qui les accompagnent et pour ceux qui les financent. L'idée, c'est d'avoir un seul endroit qui est à la fois la seule porte d'entrée pour tous, mais qui derrière propose la personnalisation la plus absolue. Parce que ce qui est sorti de ces entretiens, c'est que sur les 220 PME et TPE, dans les 220 qu'on a rencontrés, il y avait à peu près 10% de TPE, d'entreprises de moins de 9, et il y avait 4 à 5 entrepreneurs individuels. Ce qui était essentiel, c'était de se dire que les problématiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, étaient très semblables des uns et des autres, mais que les solutions apportées étaient radicalement différentes. On avait un cas qui était celui d'un opticien, qui avait fait une mesure de transformation numérique qui n'était pas très compliquée, qui était toute petite mesure, et qui a eu un impact énorme sur son chiffre d'affaires. Alors, comment ils ont fait? C'est le fils. C'est le fils qui était parti faire ses études, qui est revenu vivre chez ses parents, et qui s'est demandé comment je peux aider. Je reviens squatter alors que je suis parti depuis 5 ans, je vais essayer de leur être utile. Et avec ses parents, il s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le numérique? Est-ce qu'on va faire un site e-commerce? Ses parents ont dit, non, on n'est pas prêt, il faudrait transformer le système, etc. Alors, et si on faisait au moins des photos de toutes les montures qui sont dans le magasin, si on les mettait sur un site avec votre nom, vos horaires, votre adresse et le téléphone auquel on peut vous appeler, et cette petite mesure qui a l'air de rien du tout, ça a fait que quand on tapait opticien et le nom de leur ville, qui était une petite ville, c'est eux qui arrivaient en premier. Et que quand les gens ils arrivaient sur ce site, ils voyaient toutes les montures de leur magasin. Alors évidemment, ils ne pouvaient pas les acheter. Sauf qu'en fait, ils étaient complètement rassurés, les gens. Et là, ce qu'il a raconté, c'est que très rapidement, ils ont augmenté de 30% le chiffre d'affaires du magasin, mais surtout 30%, pas avec des clients traditionnels, avec des nouveaux clients, plus jeunes, qui n'imaginaient pas que leur opticien, qui avait l'air de rien près de chez eux, pouvait être un opticien qui allait leur trouver les modèles qu'eux aimaient. Donc voilà, ça c'est un type de mesure qui correspond à, grâce à cette plateforme, une recommandation qui pourrait être faite à quelqu'un qui dira « je suis une TPE de type commercial, avec moins de 10 personnes, sans système d'information ». Et donc là, ce qu'on veut avec cette plateforme, c'est qu'on soit une plateforme de recommandation globale, qui soit capable de recommander des types d'actions, qui soit capable de dire quels sont les prix moyens payés par les autres, puisque là, vous allez le voir dans les entretiens qu'on a menés sur les 220, le premier problème identifié par les TPE-PME, c'est la difficulté de lecture de l'offre. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas pourquoi on le fait, et on ne sait pas combien c'est censé coûter. Parce qu'entre les offres qui nous sont faites par les indépendants, par les petites agences, par les grosses agences, par les grands fournisseurs de services américains, par les grands fournisseurs de services français ou européens, il y a de grands moments de solitude pour le dirigeant de TPE qui est de se demander est-ce que ça doit coûter 500 € ou 5 000 €? Est-ce que ça doit coûter 120 € avec l'ami de mon fils qui m'a dit qu'il pouvait tout faire en une semaine? Ou est-ce qu'il faut que j'écoute ce consultant qui me dit que c'est plus sérieux que ça et qu'il faut prendre du temps? Mais en fait, il y a plein de questions qui se posent et sur lesquelles ce n'est pas encore un sujet de discussion entre patrons. Et il n'y a pas encore suffisamment de belles histoires ou d'histoires positives pour qu'on puisse se diffuser ce type de conseils entre dirigeants. Eh bien, c'est ce que fera cette plateforme. Sur cette plateforme, il y aura des recommandations, et il y aura les témoignages, et il y aura l'orientation. Parce que c'est bien simple de dire à quelqu'un, voilà par où tu peux aller, mais il faut lui dire avec qui le faire. Et là, on va essayer de faire un grand travail de clarification de l'offre, et c'est pour ça que quand je disais que dans les partenaires, il y avait aussi les fournisseurs de solutions, c'est que les fournisseurs de solutions ont conscience qu'ils ont du mal aujourd'hui à adresser le marché des plus petites entreprises. Avec les plus grandes, c'est plus simple pour une raison, c'est qu'ils ont une personne qui est payée à temps plein pour comprendre leur offre. Dans une PME de plus de 200 personnes, généralement, il y a un responsable
soit de la communication, du marketing et du numérique, voire directement un responsable du numérique. Bon, quand on a un responsable du numérique, c'est plus simple de savoir entre quelle offre et quel prestataire je dois passer. C'est son métier à temps plein. Quand on n'est que 9, quand on n'est que 5, quand on n'est que 3, c'est une nouvelle question qu'on doit se poser, c'est un nouveau set de compétences qu'il faut avoir, c'est un nouveau set d'expériences qui n'était pas là préalablement et qui n'existe peut-être pas encore dans mon territoire. J'ai peut-être pas encore d'amis entrepreneurs autour de moi qui a une expérience à me raconter. Mais alors cette plateforme, elle est bien, mais elle est bien que si on y va vraiment. Et elle est bien que si je sais qu'elle existe. Et c'est pour ça qu'un des rôles essentiels du dispositif qu'on propose, c'est celui de connecteur. Et les centres de gestion, les experts comptables, que je vous le dis et je vous l'ai répété souvent, messieurs les présidents, c'est vous, les deux principales familles de connecteurs. Sans vous, ce dispositif ne fonctionnera pas. Et vous aviez pris l'engagement, et on se les redit, et c'est pour ça qu'on a travaillé énormément ensemble. Les centres de gestion et les experts comptables, ensemble, ce sont ceux qui font le plus de points de contact par an, par mois, autant que vous voulez, avec les TPE, PME. C'est-à-dire qu'à part l'administration fiscale qui fait des points de contact virtuels pour collecter l'argent, il n'y a personne d'autre qui leur parle autant. Il n'y a personne d'autre qui les voit autant, il n'y a personne d'autre qui les comprend autant. Et donc, cette plateforme, ce dispositif, si on veut aller le porter auprès de toutes ces TPE, PME, c'est avec vous qu'on doit le faire. Et donc, ces connecteurs, leur rôle, ce sera de continuer à faire ce que vous faites déjà, sauf que cette fois-ci, il y aura un seul nom, il y aura une seule initiative, il y aura de la clarté, il y aura une seule plateforme. Et ça va permettre de développer le rôle de conseil du centre de gestion, le rôle de conseil de l'expert comptable, dans l'accompagnement qu'il peut donner aux chefs d'entreprise chaque année. Donc une plateforme qui oriente, qui éclaire, qui permet de prendre des bonnes décisions, des connecteurs qui sont le contact déjà établi avec l'entreprise et qui lui montrent le chemin où aller. Et puis un troisième dispositif qui était essentiel, qui là concerne un certain type d'entreprise, notamment les entreprises de fabrication manufacturière d'objets. Donc il y a des TPE, on en a rencontré plusieurs, c'est généralement plutôt des petites PME, beaucoup de PME de moins de 20, qui n'imaginaient pas qu'elles pouvaient vendre à l'étranger. Parce que traditionnellement, il y avait une vérité répétée par Business France. Business France, c'est l'organisme qui accompagne les entreprises pour vendre à l'étranger, qui était de dire aux plus petites entreprises, attendez, c'est dangereux l'export. L'export, c'est un truc sérieux. Il faut le financer, il faut avoir les moyens, il faut y dédier du temps, il faut aller sur place, il faut comprendre son marché, il faut faire une étude que vous pouvez nous commander et que nous allons vous fournir pour pas trop cher, quelques milliers d'euros. Alors qu'en fait, en 2016, il n'a jamais été aussi peu cher, aussi facile que d'essayer. C'est-à-dire qu'avant, l'erreur, elle coûtait cher. L'erreur qui consistait à choisir le mauvais pays, à faire des investissements, ça pouvait facilement vous mettre quelques dizaines de milliers d'euros dans la vue. En 2016, ce même test, on peut le faire en quelques minutes. Il y avait une réunion au conseil pendant qu'on travaillait, un groupe de travail, et c'était à la fois perturbant et intéressant. Il y avait tous les conseils du temps passé avec tous les Américains en face. Et donc, chacun faisait son tour de table, et puis il y avait un conseiller qui répétait ce que je vous ai dit, c'est très dangereux, faut faire attention, on met en danger les TPE en leur disant qu'elles peuvent exporter, etc. Et puis il y avait la dame d'une des plateformes américaines qui fait « Moi, je ne comprends pas trop ce que vous dites, parce que chez moi, les TPE, elles essayent de vendre dans 17 pays, et puis au bout de quelques jours, elles voient dans lequel ça marche, et puis après, elles continuent sur celui-là. » Et là, ce jour-là, dans la réunion, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir un choc de culture et qu'il y avait peut-être une vérité entre les deux. Donc, sur l'e-internationalisation, Business France a fait un véritable effort et a lancé un plan de transformation interne et vont créer le 5e pilier de Business France sur l'e-export, qui sera un nouveau pilier où quand les TPE-PME iront voir Business France, Business France va arrêter de vous répondre « c'est pas pour vous ». Ils vont vous répondre « vous savez quoi, on ne va pas vous conseiller tout de suite d'aller envoyer une équipe de 10 personnes pour les vendre en Chine. Par contre, regardez, il y a des différentes solutions qu'on va vous proposer de mettre en place, sur lesquelles vous pouvez être aidé et accompagné financièrement, et sur lesquelles on va vous raconter des choses. » L'aide financière. L'aide financière, c'est souvent l'essentiel d'un dispositif, et là, vous l'avez compris, ce n'est pas l'essentiel chez nous, c'est la 4e piste. L'aide financière, il y a une première action qu'on a mise en place, et qui est pour moi la plus essentielle quand je vous disais qu'on peut avoir des résultats dès le mois de décembre. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a plusieurs régions qui ont des aides fléchées pour les TPE et PME pour le numérique. Sauf que ces aides, parfois, elles ont été définies sur des schémas directeurs qui datent de plusieurs années et qui portent sur le financement d'investissements et d'immobilisation matérielle liés au numérique.
Et donc certaines régions avaient des conditions qui obligeaient à ce que votre votre investissement numérique soit un investissement matériel. Et si vous étiez une PME qui répondait à toutes les conditions, mais que votre plan était purement virtuel, par exemple développer le e-commerce en allant sur une plateforme, ben là vous n'aviez plus le droit à la subvention. Et puis à Paris, en Ile-de-France, elle s'appelle PM Up. En Vendée, elle porte un autre nom. En Aquitaine, elle porte encore un autre nom. Et donc, ce qu'on a réussi à mettre en place avec l'ARF, et l'ARF a signé la semaine dernière cet engagement, et on va avoir plusieurs régions tests qui se sont engagées avec nous, c'est que toutes ces subventions à destination des TPE et PME orientées vers le numérique, elles vont toutes avoir les mêmes critères. Donc, ils se donnent dans la rédaction de leur schéma directeur économique le fait qu'ils vont définir les mêmes critères de sélection et d'attribution pour ces aides-là. Elles vont porter le même nom et elles seront à peu près de même montant. Ce qui fait qu'à partir de janvier 2017, et on va leur laisser le temps quand même, mais on va rentrer dans un processus où on va clarifier les types d'aides auxquels ont besoin les TPE-PME. Parce que ce qui est terrible avec ces aides, c'est qu'en fait elles sont compliquées et que chez ces TPE-PME, comme pour le numérique, il n'y a personne qui est en charge d'aller chercher des aides. Il n'y a personne qui est en charge d'aller chercher des subventions. Ce qui est le cas dans les grands groupes. Dans les grands groupes, c'est formidable, il y a plusieurs personnes dont le job, c'est d'aller chercher de la subvention. Alors que dans les plus petites, où il y en a parfois le plus besoin, eh ben, c'est encore une fois une nouvelle tâche à avoir en fond, c'est un nouveau set de compétences qu'il faut avoir. Il faut savoir que sur la région Île-de-France, il y a 40% de la subvention qui n'est pas distribuée, qui n'est pas demandée. Elle n'est pas distribuée parce qu'il n'y a pas assez de bons projets, elle est distribuée parce qu'il n'y a pas assez de projets qui arrivent jusqu'à elle. Alors les conditions sont compliquées, le processus est compliqué, c'est une subvention pour le numérique où l'intégralité du processus est en papier. C'est une subvention pour le numérique où l'intégralité du processus nécessite plusieurs rendez-vous physiques. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être changées, qui vont être transformées, qu'on va accompagner et qui sont essentielles pour nous. Ensuite, il y a un élément qui est très important, c'est celui des compétences. Je vous en ai parlé tout à l'heure, une des compétences d'une entreprise, c'est de rendre un service ou un produit à ses clients. C'est de le connaître, c'est de le comprendre, c'est de s'adapter à lui, c'est d'être toujours là pour lui. Mais c'est aussi de développer d'autres compétences qui ne sont pas celles que l'on développe en rendant ce service au quotidien. Quand on fait très bien son travail, on s'y consacre totalement, et parfois on peut échapper à des nouveaux modes de comportement, des nouvelles méthodes, parce que finalement ce qu'on fait, on le fait déjà très bien, et ça marche très bien avec les clients qu'on a aujourd'hui. Et bien, ça demande, ce développement des nouvelles compétences au sein des PME, de se mettre dans un nouvel état d'esprit. Et ça, vous le connaissez bien, puisque à chaque fois qu'il y a une transformation, c'est les TPE et PME qui sont obligés de se réinventer plus vite que les grands groupes. Parce que les grands groupes, vous savez, sur le numérique, ils ont pris du retard. Bah, c'est pas grave, les banques, elles perdent 1, 2, 3 milliards, c'est pas grave, elles voient émerger des startups, elles les rachètent derrière. Vous, si jamais vous ratez une vague, il n'y a personne à racheter derrière. Si vous ratez la vague, il n'y a personne pour vous refinancer derrière. Quand on voit un grand groupe qui rate le numérique, comme Accor, ils ont raté le numérique de 5 ans. Bon, 5 ans après, ils ont refinancé l'entreprise sur les marchés, ils ont réinvesti massivement et maintenant ils sont en train de devenir un des groupes hôteliers les plus numériques du monde. Quand on est un grand groupe, on peut se prendre une grosse vague et on peut ensuite redémarrer et aller très loin. Accor, c'est un très bon exemple de boîte qui a mis trop de temps, mais qui au bout d'un moment a su accélérer. Comment ils ont fait Accor ? Accor, il y a un moment, le patron, il fait, écoute, dans mon COMEX là, de gens qui sont là, j'ai les meilleurs hôteliers de France, j'ai les meilleurs managers d'hôtels de France, j'ai pas les meilleurs du numérique. Il a fait venir des gens. Il a dit, on a besoin d'être nourri par quelqu'un d'autre, on a besoin d'être nourri par quelqu'un qui arrive du numérique, on a besoin d'être nourri par plus de gens qui arrivent du numérique. Et c'est comme ça qu'ils ont massivement recruté des gens qui venaient du numérique et massivement des gens qui venaient avec d'autres cultures. Et ce qu'on se dit, c'est que ce qui est valable pour ces grands groupes, c'est aussi valable pour les petites PME et pour les plus grosses TPE. C'est qu'il y a des ressources qui existent localement, dans d'autres TPE, PME à côté. Il y a des ressources qui existent localement avec des nouvelles formes de formation, comme les grandes écoles du numérique, qui sont présentes sur tout le territoire, plus de 1000 formations à travers le territoire. Et l'idée, c'était de se coordonner autour de cette offre de formation continue, de cette offre de formation initiale sur les territoires, pour que les TPE, PME soient capables de recruter ces nouveaux experts, mais qu'elles soient aussi, et là c'est plus expérimental, et Emmanuel a beaucoup travaillé sur le sujet, qu'elles puissent se partager ces experts. Parce que parfois l'expert, on ne le voit pas venir. Il y a un chiffre que je n'ai pas donné au début, j'ai donné que les chiffres les plus sombres, mais c'est que les Français, dans leurs usages personnels, ils sont hyper connectés. Et c'est ça le plus grand paradoxe. C'est-à-dire que les gens, dans leur vie personnelle, vont être des gens qui vont énormément consommer en ligne, qui vont installer chez eux énormément d'électronique, qui vont devenir et développer leurs propres compétences personnelles, à apprendre à faire leur propre site, à utiliser des outils de partage de photos dans le cloud, etc. Et qui, dès qu'ils retournent dans l'entreprise,
Là, il n'y a plus de cloud, il n'y a plus de flexibilité, on revient à un vieux système d'email il y a une dizaine d'années, et on se dit que c'est compliqué de vendre en ligne. Eh bien, c'est ce qui se passe dans les entreprises. Il y a des gens qui ont des super talents numériques, et on ne les voit pas forcément. Et donc, une des propositions qu'on a faites, et Emmanuel pourra en parler mieux tout à l'heure, c'est comment on fait émerger ces super talents numériques, comment on les utilise, comment on leur donne des nouvelles missions d'expérimentation en interne, et comment on peut peut-être même se les partager entre entreprises, réussir à faire des vie ma vie numériques de l'un à l'autre et développer ce partage. Bon, vous l'avez compris, une plateforme, des connecteurs qui permettent de ramener les entreprises vers le dispositif, un accompagnement et une clarification sur l'offre de services, l'internationalisation et la formation. C'est sur ces 5 points qu'on a construit notre recommandation. Cette recommandation, on l'a construite avec les services de Bercy, mais ça ne veut pas dire qu'elle est prévalidée et qu'on la lance demain. Là, pendant que je suis en train de vous parler, il y a un jeu de ping-pong habituel entre les services, entre ceux qui voudraient donner moins, ceux qui voudraient donner plus. Mais ce que je peux vous confirmer aujourd'hui, et je le fais avec beaucoup d'assurance, c'est que ce projet, il aura lieu. Dans quelle mesure? Est-ce qu'on va tout lancer directement maintenant? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que le travail qu'on a fait ensemble, il est extraordinaire. Je ne suis pas très vieux, moi je suis un vieux de la génération Y. Je suis la première année de la génération Y, donc je suis quand même un jeune, quoi, de la nouvelle génération. Et c'est pour ça, maintenant il y a les X, il y a les Z, il y a toute la suite qui arrive. Et dans ma jeune vie, j'ai déjà fait 3 commissions. Commission pour l'entrepreneuriat, commission pour la création de la grande école de l'entrepreneuriat, et puis là, cette fois-ci, au sein du CNUM, cette initiative pour les TPE-PME. Et puis j'ai assisté et participé à beaucoup d'autres. C'est la première fois que je vois tous les acteurs réunis ensemble. C'est la première fois qu'il y a et l'administration, et les accompagnants, et les offreurs, et les régions. Si ce plan n'arrive pas jusqu'au bout, c'est une option qui n'existe pas. Donc ce plan arrivera jusqu'au bout. Et donc la prochaine étape, c'est d'être capable de pouvoir vous annoncer dans vos prochaines communications internes que le plan est lancé, que vous en êtes les premiers partenaires et que les premières TPE touchées le seront dès le mois de janvier. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Moi, ma situation, elle est beaucoup plus facile. C'est que le conseil, il met en place, il recommande, il anime les réseaux, il permet à l'administration de prendre en main le sujet et de démarrer. Et puis ensuite, on disparaît, puis on va s'attaquer à un autre sujet. Donc, les TPE ont besoin de vous pour que ce projet existe. Et tout va se jouer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et donc, je veux encore une fois vous remercier. Je veux remercier Emmanuel, qui est membre du CNUM, qui est là aujourd'hui et qui a consacré un temps incroyable ces 4 derniers mois à travailler dessus. Et je veux remercier aussi ATN+, et Laurent Ponténier, parce que transition numérique, quand je vous disais depuis tout à l'heure que l'État n'a pas fait grand-chose depuis 5 ans sur la transformation numérique des entreprises. C'est pas vrai, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup, mais ça n'a pas beaucoup marché pour les TPE-PME. Et le plan Transition Numérique Plus, et le plan Transition Numérique, ça a été la première initiative à échelle du gouvernement sur comment accompagner les PME et le numérique. Eh bien, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une nouvelle page, c'est la suite, c'est une suite adaptée à 2016-2020, et c'est là qu'on évaluera le succès de ce dispositif. Et si ce dispositif fonctionne, ça assurera un grand avenir au centre de gestion, aux experts comptables et à chacun. Merci à tous.